20 years ago, an independent professional investment organization was set up to invest the Canada Pension Plan on behalf of the millions of working and retired Canadians. It had a very clear goal, which is to earn the best possible investment returns. And today, CPP Investments invests across public equities, private equities, bonds, private debts, real estate, infrastructure, and many other areas, all in order to build a resilient, globally diversified portfolio and to grow the CPP Fund to help ensure the financial security of millions of Canadians now and for generations to come. Hello. A warm welcome to everyone in British Columbia joining us today. Thank you for making the time to be with us at our public meeting. My name is Heather Monroe Bloom, and I have the pleasure of serving as Chair of CPP Investments, the Canada Pension Plan Investment Board. Every 2 years, we hold public meetings with Canadians. It's our commitment to update you on how we are investing the CPP Fund to help ensure it will be there for many years to come, and to provide you with an opportunity to ask questions directly to our leadership. CPP is an important foundation for Canadians in retirement. Understanding the fund's performance and sustainability will provide information and reassurance regarding how it fits into planning for your future. This year, against the backdrop of the global pandemic, we're holding these meetings virtually. We believe this is the safest way to provide you with a full report on our work, while at the same time giving you an opportunity to ask questions. In developing today's program, we talked with numerous Canadians in advance. We wanted to determine what questions you might like us to address. Over the next 20 minutes, we will touch on many of these topics, including our approach to sustainable investing and how we design a resilient CPP fund for the long term. We will also share our most recent financial performance, and you will hear from our CEO, his perspective on the current global economic situation. Finally, we have 35 minutes set aside to answer your questions. You may submit your questions at any time during the presentation, and we will do our utmost to respond during the question period, and if not, we'll follow up with you after the broadcast. 10 years ago, and oversight at CPP Investments. Let me begin by saying a few words about how we do this on your behalf. In a challenging and rapidly changing environment, sound governance plays a critical role in ensuring that CPP Investments continues to meet its obligations to each of you, the 20 million Canadians. Il y a 20 ans, un organisme de placement professionnel et indépendant a été mis sur pied pour gérer les placements. Financial security in retirement. CPP Investments operates at arm's length from federal and provincial governments and is guided by the independent, highly qualified professional board of directors, which I am privileged to chair. Our governance structure is designed to support a clear goal to invest the funds that come in from contributors, maximizing returns without incurring excessive risk. In addition, the assets in the CPP fund are strictly segregated from all government funds and are thus protected from any political interference. Our board is comprised of experienced individuals with the skill sets and expertise needed to provide effective oversight de cet organisme de placement mondial. De plus, le conseil d'administration est diversifié et compte des membres aux antécédents professionnels pertinents très variés, dont certains possèdent une expérience à l'étranger. Nous nous engageons tous à réaliser le principal mandat public de la Caisse. Nous accordons beaucoup de prix à la transparence et au dialogue, et nous sommes conscients de l'importance du rôle qui nous a été confié. Contribuer à ce que le RPC puisse répondre aux besoins des générations futures. C'est pourquoi nous publions chaque année un rapport annuel sur notre rendement financier. Il contient d'autres renseignements importants que vous trouverez sur notre site Web. Tous les 2 ans, nous tenons des assemblées publiques partout au Canada pour répondre aux questions des Canadiens. Au cours des 24 derniers mois, le conseil d'administration a poursuivi son engagement continu visant à améliorer constamment la gouvernance. Nous avons notamment approuvé la prochaine phase de l'orientation stratégique à long terme de l'organisme.
qui propose une attention renouvelée sur la déontologie et la culture, ainsi que le renforcement de nos pratiques en matière de gestion des risques. L'an dernier, le conseil d'administration a approuvé un nouveau cadre intégré de gestion du risque pour l'organisme et cette année, il a créé un comité permanent de gestion du risque qui supervise ce domaine. Notre approche examine tous les risques de façon globale, ceux qui découlent des décisions de placement comme ceux qui proviennent des marchés financiers. Nous surveillons également de près les nouvelles menaces liées au changement climatique et à la cybersécurité, ainsi que les risques géopolitiques. Notre préparation continue aux crises nous a permis de réagir rapidement à la pandémie de COVID-19. Au cours de 2020, le conseil d'administration a travaillé en étroite collaboration avec la direction pour s'assurer que la Caisse est bien placée pour gérer les importantes répercussions financières et opérationnelles de la pandémie de COVID-19. Compte tenu de ces circonstances sans précédent, mes collègues administrateurs et moi-même sommes convaincus que la direction prend toutes les mesures nécessaires pour surmonter ces difficultés exceptionnelles du mieux qu'elle peut. Nous demeurons très confiants quant à la planification à long terme de l'organisme. Grâce à notre relation de collaboration très constructive avec la direction, nous pouvons travailler ensemble à l'évolution de notre stratégie. La direction comprend son rôle dans l'exécution de la stratégie et le conseil d'administration continue de se concentrer sur la surveillance et l'orientation. Notre stratégie d'affaires ayant comme horizon l'année 2025, approuvée il y a 2 ans, vise à nous garder en bonne position pour atténuer les perturbations financières futures et tirer parti des nouvelles occasions de croissance dans les années à venir. Nous nous efforçons de demeurer un chef de file dans la mise en œuvre des pratiques exemplaires de gouvernance à l'échelle mondiale pour notre secteur et nous encourageons activement le respect de pratiques de gouvernance solides au sein d'Investissement RPC, comme dans toutes les sociétés dans lesquelles nous investissons. Ce faisant, nous continuons de veiller au mieux de vos intérêts, ceux de nos cotisants et de nos bénéficiaires partout au Canada. Au nom du conseil d'administration et de la direction, nous travaillons tous ensemble à honorer notre engagement à respecter les normes de gouvernance d'entreprise les plus élevées. Et nous sommes fiers d'être reconnus à l'échelle internationale comme un chef de file dans la gestion des régimes de retraite. Je suis très heureuse d'affirmer que la Caisse du RPC est entre d'excellentes mains sous la direction de notre chef de la direction, Mark Machin. J'aimerais maintenant céder la parole à M. Machin pour qu'il vous dise quelques mots. Merci, Heather. Nous vivons une période hors du commun. La pandémie mondiale continue d'avoir des répercussions sur les gens, les collectivités et les économies. Elle a changé notre quotidien et notre façon de vivre. Bien qu'il ne s'agisse pas de la première maladie à se propager dans le monde, cette pandémie jette une ombre colossale. Les représentants de la santé et les gouvernements en apprennent beaucoup sur la COVID-19 grâce aux meilleurs traitements et stratégies de dépistage et à la course mondiale à la mise au point et à la production d'un vaccin viable bien amorcé. Pourtant, il en reste beaucoup à connaître. Cette incertitude et les fermetures et réouvertures successives nuisent à la confiance dans les économies mondiales. Et le Canada n'est pas à l'abri. Les économistes d'Investissement RPC prévoient que l'économie mondiale se contractera de 3,4 % cette année, ce qui représente un revirement marqué par rapport à la croissance de 2,8 % prévue au début de l'année. Pourtant, nous commençons à observer des améliorations dans de nombreuses régions du monde où le confinement prend fin et l'économie recommence maintenant à croître. Au Canada, les entreprises et les commerces de détail ont commencé à rouvrir. La reprise a commencé, mais elle devrait être lente et se poursuivre jusqu'en 2021. Au Canada, nous avons tous été fortement touchés par cet enjeu. Cela dit, vous n'avez pas à vous préoccuper de la sécurité financière de la Caisse du RPC. Nous investissons dans la Caisse du RPC pour affronter tous les défis qui se présentent. Il est rare qu'une pandémie de cette ampleur survienne à l'échelle mondiale. La probabilité qu'un événement important touche les marchés financiers est toutefois plus élevée. Non seulement nous prévoyons des situations comme celle-ci, mais nous sommes prêts à y faire face. Au cours des 10 dernières années, nous avons amélioré nos pratiques en matière de gestion des risques et préparé un plan de gestion de crise financière approprié, des pratiques pour assurer la continuité des activités et même un plan d'intervention en cas de pandémie. Par conséquent, lorsque la pandémie a éclaté, nous sommes rapidement passés de 9 bureaux à l'échelle mondiale à plus de 1800 bureaux à domicile, tout en continuant d'investir la Caisse du RPC avec nos compétences, notre professionnalisme et notre bon jugement pour vous aider à protéger votre sécurité financière à la retraite. La solidité de notre approche de placement à long terme repose sur un portefeuille bien diversifié qui contribue à assurer la résilience de la Caisse. Nous investissons dans un large éventail de secteurs et de catégories d'actifs dans toutes les régions du monde afin de faire en sorte que les placements soient diversifiés et ne dépendent pas d'un seul secteur.
Cela réduit le risque de la Caisse et nous aide à obtenir les meilleurs rendements possibles à long terme. À l'heure actuelle, la pandémie mondiale accélère la croissance des secteurs des soins de santé, des technologies, des infrastructures de données et des énergies renouvelables. Nous investissons dans ces secteurs ainsi que dans bien d'autres secteurs. Nous examinons également de près les occasions créées par les nouvelles habitudes susceptibles de façonner notre monde post-COVID. Des occasions créées par la popularité grandissante du commerce électronique et de l'épicerie en ligne, l'adoption des services de télésanté, l'augmentation du travail à distance, la création de nouvelles chaînes d'approvisionnement complexes et l'éloignement de la population hors des centres urbains. Nous nous attendons à ce que certaines de ces tendances soient durables et qu'elles créent d'importantes occasions de placement dans l'avenir. Au cours des 12 à 18 prochains mois, nous nous attendons à ce que l'économie mondiale rebondisse, mais lentement. Toutefois, quoi qu'il arrive, vous pouvez avoir la certitude que le RPC sera là pour vous pendant encore de nombreuses années. Voici un aperçu de notre rendement. À Investissement RPC, nous ne perdons jamais de vue nos objectifs à long terme dans le cadre de notre travail au quotidien, c'est-à-dire optimiser le rendement des placements de la Caisse du RPC et réduire le risque afin d'assurer la sécurité financière de générations de Canadiens. La Caisse a progressé pour s'établir à 434,4 milliards de dollars au 30 juin 2020, ce qui représente une hausse de 33,8 milliards de dollars dans les 12 derniers mois. Notre stratégie de gestion active et la solidité du portefeuille de placement diversifié que nous avons bâti au fil des ans nous ont permis de surmonter les difficultés, alors que le monde faisait face à des défis extrêmes cette année. Même si nous ne pouvons pas toujours prévoir l'avenir, nous le planifions. Nos investisseurs avertis suivent une approche rigoureuse à long terme pour diversifier la Caisse en termes de régions et de catégories d'actifs, en maximisant nos rendements sur un horizon à long terme en fonction d'un large éventail d'événements possibles. Voilà pourquoi nos résultats à long terme constituent la véritable mesure de notre rendement. Au cours des 10 dernières années, nous avons enregistré un rendement nominal net de 10,7 %, soit un revenu net de 259,8 milliards de dollars après déduction de l'ensemble des coûts. En étant tournés vers l'avenir dans le cadre de nos placements aujourd'hui, nous construisons un portefeuille conçu pour croître et générer des rendements au fil du temps. Cette année, nous avons continué d'investir d'importantes sommes dans des technologies de pointe innovatrices liées aux soins de santé, des infrastructures, les véhicules autonomes et l'énergie renouvelable, des domaines qui seront tous essentiels dans les années à venir. En cette période d'incertitude, nous maintiendrons notre stratégie de placement à long terme, gérons prudemment notre capital et assurons une gestion étroite de notre portefeuille de placement. Nous continuerons de soumettre notre portefeuille à des simulations de crise comme nous le faisons toujours, en recherchant une diversification optimale et de solides rendements de placement dans divers scénarios futurs. De cette façon, nous veillons à ce que la Caisse continue de produire des rendements stables durant des décennies. C'est la raison pour laquelle le dernier rapport de l'actuaire en chef du Canada a confirmé que la Caisse restera viable durant au moins 75 ans. Notre vie quotidienne a peut-être changé. La viabilité de la Caisse du RPC n'est cependant pas remise en question. Notre solide stratégie à long terme est essentielle plus que jamais. Nous continuerons d'investir dans la Caisse et de la faire fructifier pour des millions de Canadiens, car elle représente un élément essentiel de leur sécurité financière aujourd'hui et pour de nombreuses années à venir. À Investissement RPC, nous croyons que l'investissement durable est tout simplement un placement intelligent et à long terme. Notre objectif est clair, produire un rendement maximal tout en évitant les risques de pertes indues. La gestion efficace des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance crée une valeur durable à long terme. Il y a 10 ans, nous avons mis sur pied un groupe chargé d'examiner les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce groupe, composé à l'origine de 2 personnes, est passé aujourd'hui à 15 personnes qui examinent les placements à l'échelle de l'organisation pour évaluer ces risques. Nous avons récemment mis à jour notre politique en matière d'investissement durable afin d'expliquer plus clairement les arguments en faveur d'une telle stratégie, ainsi que nos attentes à l'égard des sociétés quant à la façon dont elles intègrent les facteurs ESG dans leurs stratégies et leurs activités. Lorsqu'il s'agit de s'engager activement auprès des sociétés, nous nous concentrons sur 5 secteurs clés. L'eau, l'une des ressources les plus importantes dans le monde. Les droits de la personne, parce que les sociétés qui ne respectent pas les droits de la personne risquent de devoir faire face à des perturbations opérationnelles, à des risques juridiques accrus, à un manque de soutien de la part de la collectivité et à des dommages à leur réputation.
La rémunération des cadres dirigeants. Nous voyons des signes évidents de valeur à long terme pour les actionnaires lorsqu'il y a une harmonisation de la rémunération des cadres et du rendement de la société. L'efficacité du conseil. La mise en place d'un conseil diversifié pour définir la stratégie et surveiller les risques est essentielle pour obtenir de bons rendements financiers. Nous prenons position en faveur de l'augmentation de la proportion de femmes au sein de conseils d'administration de sociétés du monde entier, au moyen de nos pratiques de vote axées sur la mixité homme-femme. En 2020, Investissement RPC a voté contre l'élection des administrateurs de 323 sociétés internationales en raison de l'absence de femmes au sein de leur conseil d'administration. Finalement, les changements climatiques, qui représentent l'un des défis mondiaux les plus importants de cette époque. Les changements climatiques sont l'un des grands enjeux de notre génération. En tant qu'investisseurs à long terme, nous devons penser à la fois aux risques et aux occasions qu'ils présentent. Les changements climatiques créent aussi des occasions de placement. Par exemple, dans le secteur des énergies renouvelables, nous avons investi dans l'énergie éolienne et dans l'énergie solaire. Une autre bonne occasion serait l'investissement dans les bornes de recharge pour véhicules électriques. Nous pensons que dans l'avenir, lorsqu'il y aura de plus en plus de véhicules électriques sur les routes, il s'agira d'un élément d'infrastructure important. Au cours de la dernière année, des vérifications préalables des risques liés au changement climatique ont été effectuées dans le cadre de toutes les transactions importantes. Nous avons examiné plus d'une centaine de transactions, totalisant plus de 100 milliards de dollars. Nous visons à offrir aux équipes de placement et à leurs comités de placement une vision claire des risques et des occasions liées au changement climatique associés à l'investissement, mais aussi des approches pour gérer les risques ou saisir les occasions lorsque nous procédons au placement. Nous sommes enthousiasmés par le placement que nous avons fait ici, au Canada, dans la technologie de captage du carbone qui pourrait avoir une grande importance à l'avenir. Répondre aux besoins de près de 8 milliards de personnes sur la planète nous a déjà fait atteindre des points critiques en ce qui a trait aux pénuries d'eau, à la pollution, à l'inégalité des revenus et à de nombreux autres facteurs. Les attentes des consommateurs évoluent rapidement en conséquence et le nombre de sociétés qui ne l'ont pas compris et qui ont détruit une valeur considérable pour les actionnaires continue de croître. Pour être un investisseur prospère en ce nouveau siècle, nous devons être en mesure de repérer les sociétés qui gèrent cette réalité de façon proactive, mais aussi celles qui ne parviennent pas à saisir les risques et les occasions de ce nouveau siècle. À certains égards, la pandémie nous a projetés dans le futur en matière de changement. Nous avons maintenant l'occasion d'investir dans les changements climatiques, par exemple, et de faire travailler notre argent pour nous aider à avoir un environnement plus prospère, durable et sain. Je ne crois pas que nous sommes nombreux à avoir une véritable stratégie d'épargne à long terme en prévision de la retraite. Pour nous, la retraite se résume souvent à un objectif lointain. Les jeunes sont préoccupés par l'achat d'une première maison et leur carrière. Ils ne se soucient pas de la retraite. Ils sont nombreux à ne pas avoir de régime de retraite d'entreprise, contrairement aux générations passées. De plus, ils ont souvent de la difficulté à épargner en vue de la retraite. Les améliorations apportées au RPC sont essentielles pour assurer leur sécurité financière à la retraite. L'augmentation des prestations est très importante pour les Canadiens à long terme. La génération actuelle et les futurs bénéficiaires pourront compter sur un revenu plus solide et plus stable. Je veux que tous les jeunes Canadiens sachent que le RPC sera là pour eux lorsqu'ils prendront leur retraite. Il s'agit d'une base sur laquelle ils pourront compter à leur retraite. Bon nombre de nos placements mondiaux comportent un horizon à très long terme. Nos meilleurs placements s'appuient sur une recherche exhaustive dans des secteurs précis. Je trouve formidable le fait de pouvoir compter sur une organisation distincte qui gère l'argent des Canadiens, qui est viable à long terme et qui sera là pour eux lorsqu'ils prendront leur retraite. Que vous soyez au début de votre carrière ou que vous approchiez de la retraite, le RPC est important pour le tissu social de notre pays. J'ai la chance de voir à l'œuvre les employés brillants et talentueux d'Investissement RPC. Il est inspirant de voir autant de personnes se consacrer à la croissance des actifs de la Caisse et à réaliser un mandat public très important. À Investissement RPC, notre portefeuille est conçu pour assurer la solidité, la résilience et la viabilité du RPC à long terme. Notre équipe d'investisseurs professionnels investit dans des actifs publics et privés du monde entier, notamment dans les actions, les obligations, l'immobilier et les infrastructures.
Elle obtient ici un portefeuille bien équilibré et diversifié à l'échelle mondiale qui lui permettra de générer des rendements supérieurs à très long terme et nettement supérieurs à ceux qu'elle pourrait générer au moyen d'une stratégie de placement passive à faible coût. La première étape de la conception d'un portefeuille consiste à examiner le risque. Il faut déterminer le niveau de risque approprié, car il faut tolérer une certaine part de risque afin d'obtenir des rendements. Nous tenons compte des baisses du marché ou de la volatilité à court terme, du risque d'atteinte à la réputation et de la capacité de conserver une stratégie à long terme. Notre objectif consiste à trouver le juste équilibre entre le risque à court terme et les rendements à long terme. Si nous prenons un risque insuffisant, nous ne serons pas en mesure d'assurer la viabilité du régime à long terme. En revanche, si nous prenons un risque trop élevé, la volatilité à court terme et le risque de baisse seront plus élevés pour les bénéficiaires. Nous cherchons donc à concilier ces deux éléments afin d'obtenir les meilleurs résultats pour les cotisants et les bénéficiaires à court et à long terme. L'approche du portefeuille global consiste à analyser les catégories d'actifs et à tenter de déterminer les facteurs de risque et de rendement des divers placements. Nous analysons principalement les facteurs économiques comme la croissance du PIB, le cycle économique, les taux d'intérêt, l'inflation et leur incidence sur les rendements des actifs. Nous essayons ensuite de concevoir un portefeuille qui est bien équilibré parmi tous ces facteurs économiques. Nous agissons ainsi car les catégories d'actifs se comportent souvent de façon très différente. Ainsi, le choix de placement équilibré nous permet d'obtenir un portefeuille plus résilient et diversifié qui nous aidera à nous acquitter de notre mandat. La diversification est le moyen le plus efficace d'atténuer les effets des replis du marché et d'améliorer les rendements des placements. Elle contribue à bâtir un portefeuille résilient. La diversification est efficace car elle fait en sorte que les actifs, les secteurs et les sociétés dans lesquels vous investissez n'évoluent pas tous de façon synchronisée. Comme un actif peut enregistrer des gains tandis qu'un autre peut faire piètre figure, un équilibre naturel ou une couverture se crée en quelque sorte grâce à la diversification. Essentiellement, cela équivaut à ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. En fait, ils sont répartis dans plusieurs paniers différents. Si la situation est difficile dans un certain pays, ce que vous ne pouvez pas prévoir avec certitude, il vaut mieux avoir investi également dans un autre pays qui se porte bien. Il en va de même pour les sociétés et c'est ce qui nous permet d'avoir un portefeuille plus résilient. Pour déterminer le degré de résilience de notre portefeuille, nous effectuons des simulations de crise pour voir comment il réagira dans divers scénarios. Et nous avons été frappés par la COVID. La crise boursière provoquée par la COVID-19 en mars a été d'une ampleur sans précédent. Toutefois, une crise comme celle que nous vivons nous permet de découvrir vraiment si la diversification fonctionne. Et la diversification de notre portefeuille a fonctionné comme prévu. De fait, les pertes enregistrées dans le portefeuille ont été limitées, car elles ont été compensées par le rendement excédentaire ou les gains des obligations gouvernementales et la dépréciation du dollar canadien. Tout s'est produit exactement comme prévu. Nous gérons le fonds d'une manière responsable, rigoureuse et conforme à notre mandat, de sorte qu'il génère une valeur ajoutée soutenue à long terme. Investissement RPC a également mis en place de solides processus d'évaluation pour mesurer de façon continue la juste valeur de nos placements. Les Canadiens peuvent compter sur un portefeuille bien équilibré et diversifié à l'échelle mondiale et avoir la certitude que le RPC sera là aujourd'hui et pour les prochaines générations. Au nom de plus de 1800 professionnels d'investissement RPC dans le monde et de notre conseil d'administration, je vous remercie d'avoir pris le temps de vous joindre à nous pour cette assemblée. Nous espérons vous avoir donné une meilleure idée de ce que nous faisons et de notre engagement envers vous, qui représentez plus de 20 millions de cotisants et de bénéficiaires du RPC. Nous allons maintenant passer à la période de questions de l'Assemblée. Hello. Bonjour et bienvenue à tous les cotisants et bénéficiaires au RPC de la Colombie-Britannique. Nous passons donc au dernier segment de cette assemblée publique, à savoir la période de questions. Avant de commencer cette période de questions, je souhaite signaler que nous nous réunissons virtuellement dans l'ensemble de la Colombie-Britannique. Ainsi, je souhaite reconnaître que les terres et territoires ancestraux sur lesquels nous nous réunissons sont ceux des peuples autochtones. Je suis Tara Perkins, je suis directrice générale et chef des affaires externes de l'Office d'investissement du RPC. Et donc, nous sommes très heureux de vous donner, à vous, cotisants et bénéficiaires, la possibilité de poser des questions sur notre organisme
et comment veiller à ce que ce fonds soit pérenne. Je suis accompagnée de John Graham, qui est directeur général principal et chef mondial des placements en instruments de crédit. Il sera heureux de répondre à vos questions. Merci, Tara. Avant de commencer, au nom de l'ensemble du RPC, je souhaite vous remercier d'être des nôtres aujourd'hui. Comme Tara le disait, je suis John Graham et je suis directeur général principal et chef mondial des placements en instruments de crédit. Il s'agit d'un de 6 groupes de placement du RPC. Nous investissons dans des prêts et des obligations de par le monde. Je suis également membre de l'équipe de la haute direction, équipe responsable de la stratégie et de l'exploitation. Je suis heureux d'être des vôtres aujourd'hui afin de vous donner un regard indispensable sur les activités du RPC. Nous vous encourageons d'ailleurs à poser vos questions. Cliquez sur l'onglet en bleu en bas à gauche de votre écran pour poser votre question. Merci à vous tous qui avez envoyé les questions à l'avance. Nous en avons reçu beaucoup. On veut avoir le temps d'entendre vos questions en direct. Alors si vous avez des questions auxquelles on ne pourra pas répondre aujourd'hui, nous les garderons et conformément à notre protocole, nous tâcherons de vous répondre par courriel le plus rapidement possible. John, la première question. J'ai entendu dire que l'Office d'investissement avait accordé de 100 000 $ à Crestone afin de financer des activités du Parti républicain aux États-Unis. Il s'agissait d'un financement visant à encourager la fracturation hydraulique au Colorado. Je suis tout à fait contre le soutien que l'on pourrait donner au secteur des hydrocarbures. J'aimerais que le RPC me rende les 600 $ que j'ai cotisés. Merci pour la question et merci de m'accorder la possibilité d'y répondre. Nous avons reçu cette question à plusieurs reprises lors de ces rencontres provinciales. Permettez-moi d'être clair. Aucun fonds canadien, aucun fonds du RPC n'a été utilisé pour des cotisations, des contributions politiques. Ce ne sera jamais le cas non plus. C'est là une distinction entre l'investisseur et la société exploitante. Crestone est exploité par une équipe de direction indépendante. Et comme beaucoup d'entreprises américaines, elle s'intéresse aux politiques publiques qui touchent son secteur. Comme investisseurs, nous n'empêchons pas les entreprises de participer au débat sur les politiques publiques, un peu comme les conversations actuelles par rapport aux impôts auxquels participent Facebook et Google par rapport. Donc, je répète, aucun fonds du RPC n'ont été utilisés pour des dons politiques et ce ne sera jamais le cas non plus. Notre première question, pourquoi l'Office d'investissement a-t-il plus de 10 millions de parts dans Maui, qui est une exploitation de pisciculture de saumon, tandis que c'est très mauvais pour les populations de saumon sauvages. Cela est très délétère pour les populations sauvages qui se reproduisent et migrent vers la Colombie-Britannique. Eh bien, en réaction à votre question, je dirais que vous pouvez consulter nos rapports. Nous divulguons toutes nos participations. Si vous êtes intéressé par ces questions, consultez notre site web. Et nous investissons dans l'aquaculture, la pisciculture. La demande internationale pour la protéine augmente et l'aquaculture est une solution de rechange aux pêches conventionnelles. Cela dit, comme investisseur, on s'attend à ce que toute entreprise se conforme aux règlements et aux lois locales. La gestion du RPC va bien au-delà de l'achat et de la vente d'actifs. Nous devons nous conduire de manière réfléchie et raisonnée dans l'intérêt de nos cotisants et de nos bénéficiaires. Conséquemment, nous travaillons de manière proactive pour améliorer leur rendement sur le long terme en communiquant avec les entreprises dans lesquelles on investit. Alors, nous avons reçu des questions par vidéo à l'avance de cette question. La première a été adressée à notre PDG, Mark Machin. Bonjour.
Je suis le professeur Paul Kershaw et je suis professeur de politique à l'Université de la Colombie-Britannique et fondateur de Generation Squeeze. Gen Squeeze est une voie pour les plus jeunes Canadiens à la politique dans le marché, appuyée par de la recherche à l'avant-garde. Nous apprécions beaucoup l'importance réalisée par l'Office d'investissement du RPC pour garantir la sécurité financière des retraités d'aujourd'hui et protéger ces retraites pour ceux d'entre nous qui prendront notre retraite dans des décennies. Ma question concerne le marché immobilier résidentiel, qui est une part importante de votre stratégie. Je pose la question car les logements locatifs abordables sont importants pour les jeunes générations. Alors, comment le RPC peut-il réduire le risque que son investissement dans le marché immobilier résidentiel ne contribue à faire augmenter les prix des marchés résidentiels au Canada et ailleurs? Et comme question de suivi, comment l'Office peut-il réduire les risques que l'on remplace les logements locatifs abordables actuels par un nouveau parc immobilier qui souvent déplace les locataires actuels qui ensuite ont moins de possibilités abordables? Merci d'avoir pris la question. Cette question intéresse beaucoup de personnes. Nous avons pu la poser à notre PDG. Regardons sa réponse. Merci pour cette question. Nous reconnaissons que c'est un grave problème, surtout pour les jeunes, et nous savons que ce problème est particulièrement aigu à Vancouver. D'ailleurs, le seul projet résidentiel d'importance dans lequel nous avons investi est ici à Toronto, et il s'agit d'un complexe de toutes sortes d'immeubles qui sont assujettis à un contrôle des loyers. Nous investissons dans une petite partie du marché immobilier, dans d'autres parties dans le monde, mais généralement, il s'agit de construction de nouveaux logements qui rajoutent au parc immobilier local et permettent d'augmenter l'offre dans ces petits marchés. Dans les quelques situations dans lesquelles il s'agit de remplacer le parc immobilier existant, on a travaillé avec les communautés et les autorités locales et on est très conscient de l'importance de consulter les parties prenantes. Merci. La prochaine question. Comment la pandémie actuelle influera-t-elle sur les niveaux de cotisation et de prestations pour aujourd'hui et l'avenir? Excellente question. J'apprécie énormément la possibilité de parler de l'impact de la COVID-19 sur le régime. Je dirais que le régime a une assise solide. Cela dit, comme organisme, nous n'avons pas pu prédire la COVID-19. Je pense au mois de janvier dernier où j'étais en voyage d'affaires et on déclarait les premiers décès à Wuhan. Je tâchais de comprendre ce que cela signifiait et ce que ça signifierait pour la planète, mais aussi pour les marchés financiers mondiaux. Tout au long de ma carrière, j'ai vécu l'effondrement des .com, le sillage de le 11 septembre 2001, la crise financière de 2008 et à présent la COVID-19. On dit que l'histoire ne se répète pas exactement de la même façon, mais elle rime. Alors, nous n'avons pas prédit la COVID-19, mais comme Mark Machen le disait, nous étions fin prêts. Nous avons passé beaucoup de temps dans les dernières années à mettre en place un cadre de risque intégré, un plan de gestion de crise, un plan de continuité d'entreprise et même un plan de réaction en cas de pandémie. On faisait donc des simulations qui nous permettaient d'étudier des scénarios virtuels qui nous ont permis de nous préparer à cette pandémie. Et notre stratégie à long terme, les moyens par lesquels on a constitué notre portefeuille nous ont permis à survivre au haut et au bas, la volatilité, si vous voulez, des marchés. Mais je dirais que le 30 juin dernier, nous avons publié un rapport sur 10 ans de 10,7%. Il s'agit d'un résultat composé et c'est un excellent résultat sur une période de 10 ans. Tous les 3 ans, pour revenir à la solidité du fonds, tous les 3 ans, l'actuaire en chef évalue la pérennité du fonds. Sa dernière étude a été publiée en décembre 2019 et le bureau de l'actuaire en chef a déclaré que le fonds était stable pour les 75 prochaines années. Je sais que ça a été fait préalablement à la crise actuelle, mais on tenait compte de beaucoup de questions démographiques, de chômage, de mortalité, de natalité, et le fonds a des assises solides. Et l'évaluation indépendante publiée en décembre 2019 confirme que c'est le cas pour les 75 prochaines années. Nous avons reçu une question par vidéo. Cette fois-ci, ça s'adresse à vous, John. Alors, visionnons-la. Bonjour, je suis le PDG de la Fondation Asie-Pacifique du Canada. Notre fondation
s'intéresse à la diversification des investissements du Canada en Asie. La Chine est un marché important, le RPC s'y intéresse depuis un moment, mais quelles sont les possibilités pour le RPC d'investir ailleurs, par exemple en Inde? Merci de la question. Eh bien, écoutez, brièvement, on voit beaucoup de possibilités en Chine et en Inde dans toutes sortes de catégories d'actifs. Mais si vous me permettez de prendre un peu de recul, je vais vous dire pourquoi on investit dans les marchés émergents. D'ailleurs, c'était dans notre rapport annuel pour l'année close en mars. Dans le cadre de notre stratégie, nous avons pour but d'investir jusqu'à un tiers de nos fonds dans les marchés émergents. Pourquoi? Eh bien, en partie parce que la Chine, par exemple, d'aujourd'hui, est le deuxième plus important pays au monde du point de vue de la taille de son économie. L'Inde a également une économie de taille impressionnante. Nous devons prendre le temps de comprendre ces marchés, de mettre au point nos connaissances et nos compétences. Il y a un potentiel de croissance dans ces pays qu'on ne constate pas ailleurs. Vous avez des tendances sur le plan de l'augmentation des biens de consommation, augmentation du développement urbain qui offrent des possibilités de placement intéressantes. Nous nous percevons comme un investisseur pour des générations. Nous investissons pour les générations de Canadiens à venir. Il ne s'agit pas d'avoir de bons résultats pour le prochain trimestre ou la prochaine année. Non, on pense en termes de décennies. Et donc, il faut comprendre ces marchés de fond en comble. Il faut avoir des compétences. Sinon, on rendrait un bien mauvais service aux générations à venir en n'ayant pas ces compétences et ces relations. Les marchés émergents permettent de diversifier le RPC également. Et nous l'avons constaté aujourd'hui avec la crise de la COVID-19, c'est-à-dire que nous sommes diversifiés selon le secteur économique, selon la géographie, selon toutes sortes de facteurs. Et tandis que certaines économies ont une croissance, d'autres ont une décroissance. On l'a vu pendant la COVID-19. L'Inde et la Chine nous ont permis d'assurer une bonne diversification de notre portefeuille. Maintenant, l'investissement dans les marchés émergents, et si on pense à l'Asie, nous avons 3 bureaux plus précisément. Nous avons un bureau à Mumbai, un à Hong Kong et un à Sydney. Bon, Sydney n'est pas un marché émergent, mais nous avons quand même un bureau en Australie à Sydney. Avoir un bureau dans ces régions nous permet de doter en personnel ces bureaux avec des experts qui comprennent les marchés locaux et qui ont des années d'expérience dans les placements de ces régions. Donc en Chine et en Inde, nous avons des possibilités du côté du crédit, de l'infrastructure, de l'immobilier, beaucoup de catégories d'actifs également. D'ailleurs, en date du 30 juin, on avait 127 milliards de dollars dans la région de l'Asie-Pacifique. Mais comme je le disais, là où on a des bureaux, c'est là où on concentre nos investissements dans les sociétés privées. On essaie d'avoir une approche un peu plus chirurgicale dans ce contexte. La prochaine question. J'ai reçu un article sur le fait que le RPC a investi dans le charbon chinois. Les gens savent que les changements climatiques sont surtout créés par les gaz à effet de serre provenant de l'industrie des combustibles fossiles. Je suis époustouflée que le RPC investisse dans le charbon. Sur l'île de Vancouver, nous avons du mal à respirer à l'heure actuelle en raison des feux de forêt de la Californie, de sorte qu'on ne peut pas sortir de chez soi. Et même à l'intérieur, on a du mal à respirer. Que faudrait-il pour que l'Office d'investissement du RPC investisse dans des énergies plus renouvelables? Envisagez-vous que ces investissements soient perçus comme peu éthiques? Eh bien, merci pour la question. Je vais répondre à la question du charbon en Chine. Et je vous rappelle de nouveau que vous pouvez consulter notre site web où nous divulguons toutes nos participations. Sur une base périodique, vous pourrez prendre connaissance de l'actualisation de ces participations. Alors, notre exposition au charbon chinois se fait par l'entremise des sociétés publiques dans lesquelles nous avons investi des fonds. Ce sont des petites participations qui évoluent constamment. C'est dans un portefeuille quantitatif ou même passif. Et il y a des milliers de valeurs mobilières dans ces portefeuilles. Je vous garantis que nous continuons de
renforcer nos capacités de gestion des portefeuilles et nous sommes sur le point de mettre au point une procédure visant à examiner toutes ces plus petites participations dans notre portefeuille passif ou quantitatif par l'entremise des facteurs ESG. C'est le cas à l'heure actuelle. Ces examens sont en cours. Alors, je vous encourage à continuer de consulter nos sites web pour avoir une actualisation de nos participations. S'agissant de la transition vers l'énergie renouvelable, nous investissons dans cette transition et nous communiquons avec les entreprises responsables de cette transition ou les joueurs importants de cette transition. Nous reconnaissons que certaines formes d'énergie diminueront, comme le charbon, alors que d'autres augmentent. Il y a quelques années, nous avons pris la décision, comme équipe de direction, de créer une équipe qui se consacre exclusivement aux énergies renouvelables. C'est un domaine emballant qui a beaucoup de possibilités de placement et où il y a énormément de possibilités de placement lucratifs. Nous avons donc mis au point cette équipe d'experts partout dans le monde et tandis que l'énergie renouvelable a toujours été partie de notre stratégie, il y a 2 ou 3 ans, nos participations représentaient moins de 100 millions et aujourd'hui, dans ce seul groupe, nous avons 6,6 milliards investis dans l'énergie renouvelable. La prochaine question. Étant donné le déficit énorme du gouvernement, quelle garantie a-t-on que le gouvernement n'ait pas puisé dans la caisse du RPC pour rembourser son déficit, pour s'en servir pour d'autres raisons? Nous avons reçu quelques questions selon ce thème. John. Bien. C'est une excellente question. Et c'en est une que nous avons reçue à maintes reprises au cours de ces assemblées provinciales. Notre objectif est établi dans la loi sur l'Office d'investissement du RPC. Et nous avons un mandat unique, c'est-à-dire de maximiser le rendement sans risque indu de perte. Nous sommes entièrement indépendants du gouvernement et nous ne sommes pas l'objet de pression gouvernementale dans nos activités. Les fonds sont séparés des fonds gouvernementaux et nous sommes entièrement indépendants. Notre conseil d'administration qui gouverne l'organisme est constitué de personnes très chevronnées qui sont nommées par les ministres des Finances du fédéral et des provinces. Or, ce conseil d'administration est entièrement indépendant. Alors, de nouveau, pour insister, nous ne sommes pas l'objet de pression gouvernementale. Voici une question. Vous avez un peu répondu lorsque vous parliez de marchés émergents, mais elle demande pourquoi faut-il dépenser de l'argent sur 9 bureaux à l'échelle de la planète quand les possibilités de téléphonie virtuelle permettent d'avoir des contacts partout dans le monde? Pourquoi dépenser mon argent sur ces bureaux très coûteux lorsque ce n'est pas nécessaire? Les frais administratifs pourraient être réduits. Pourquoi ne pas plutôt augmenter les prestations des bénéficiaires? C'est une excellente question. L'ouverture d'un bureau est prise très au sérieux. On examine de très près les coûts que cela représente. Si vous me permettez de parler de notre empreinte internationale et de notre stratégie d'investissement, je pourrais éclairer votre lanterne. Comme organisme, nous avons une démarche active. Nous investissons dans des sociétés ouvertes et privées. Nous investissons dans les valeurs mobilières, l'immobilier, le crédit et très souvent dans des sociétés privées. Il est très important pour nous d'investir à l'échelle de la planète. Il est important pour nous d'avoir la capacité d'investir partout dans le monde. Nous avons pris la décision de le faire grâce à des connaissances et une présence locale. Alors, nous avons 9 bureaux, San Francisco, New York, Sao Paulo, Toronto, London, Luxembourg, Mumbai, Hong Kong et Sydney. Dans chacun de ces bureaux, nous avons des experts locaux, des professionnels locaux, des investisseurs locaux qui ont une connaissance approfondie du marché local et qui ont des relations de longue date avec les marchés locaux. C'est ce qui nous a permis de comprendre les risques géopolitiques que nous vivons depuis un moment. D'ailleurs, j'encourage les téléspectateurs, si vous allez dans l'onglet Ressources, en bas à gauche de votre écran, vous verrez un lien vers notre rapport annuel. Et cela se trouve à la page 60. Les coûts sont chiffrés à partir de la page 60 de la version anglaise. Alors, la prochaine question. Lors de la dernière campagne électorale fédérale, une des promesses électorales visait à augmenter
la prestation du survivant du RPC, que ce serait indexé et fait à partir de juillet. À l'heure actuelle, l'augmentation n'a pas eu lieu. Quelle information pouvez-vous nous donner par rapport à cela et quel effet une augmentation aux prestations du survivant aurait-elle sur le fonds globalement? Eh bien, merci pour la question. Je suis peut-être mal placée pour répondre en ce sens que l'Office d'investissement RPC gère les placements que je viens d'évoquer, mais les prestations sont gérées par Service Canada. Alors, je vous invite à consulter Service Canada pour avoir davantage d'informations. Le RPC est un régime qui est versé sous forme de prestations et toute augmentation des prestations a des répercussions sur les coûts. Maintenant, à quoi cela ressemblerait-il? C'est impossible pour moi de le dire. Il faudrait que ce soit débattu par les ministres des Finances du fédéral et des provinces et que ce soit validé par le bureau de l'actuaire en chef. La prochaine question provient d'une femme qui dit: est-ce que l'Office d'investissement du RPC a tenu compte de la diversité, pas seulement l'équité entre les sexes? Le cas échéant, de quoi s'agit-il? Oui, excellente question. L'inclusion et la diversité sont des valeurs fondamentales pour nous. Et si vous me permettez, je vais dire quelques mots sur notre approche en matière de diversité et d'inclusion. Nous sommes un organisme fondé sur les talents. Nous prenons des décisions concernant des placements. Il est donc très important pour nous, lorsque nous recrutons des talents, de recruter à partir d'une population la plus diversifiée possible. Selon le sexe, la race, la religion, l'orientation sexuelle, de sorte que nous ayons vraiment la possibilité de ratisser le plus large possible pendant ces recrutements. Et au sein de l'Office, nous voulons avoir un environnement inclusif et veiller à avoir un environnement où les gens se sentent à l'aise d'être eux-mêmes au travail, où les gens peuvent s'exprimer librement, peuvent exprimer des opinions divergentes. Nous avons d'ailleurs des mouvements populaires au sein de l'Office d'investissement du RPC, Mosaïque, qui représente les groupes sous-représentés. On a un groupe LGBTQ+, qui représente cette communauté également. Et récemment, nous venons de signer le Black North, le pacte Black North, pour lutter contre le racisme systémique. Dans le cadre de ce pacte, on s'engage à ce que 5% de la population étudiante à partir de laquelle on embauche des stagiaires soit noire. Et on encourage partout au Canada à ce qu'il y ait 3,5% de noirs sur des conseils d'administration et dans les équipes de la haute direction des entreprises canadiennes. Et nous intéressons beaucoup à la question des populations autochtones. Nous voulons des recruteurs qui se tournent vers les populations autochtones lorsqu'elles recrutent. La prochaine question rejoint un peu ce qu'on disait, vous et moi, avant cette réunion. Pourquoi ne fait-on pas plus pour dire qui nous sommes? Je lis souvent des choses dans les médias sociaux indiquant que le gouvernement fédéral a accès à notre argent. Étant donné que vous avez un régime qui touche tous les Canadiens, pourquoi le RPC ne se vend-il pas mieux? Ah, voilà une bonne question. Écoutez, c'est une question d'équilibre. D'abord et avant tout, nous investissons au nom de l'ensemble des Canadiens pour veiller à ce que leur avenir soit sûr. C'est notre priorité. Et nous avons fait un excellent travail. En date du 30 juin, notre rendement sur 10 ans était de 10,7%. Et nous sommes de plus en plus présents malgré tout. Notre équipe de communication tâche de faire connaître notre message, que le RPC sera pérenne. Nous avons la garantie du bureau de l'actuaire en chef pour les 75 prochaines années. Nous sommes un fleuron de l'histoire canadienne et ces assemblées populaires sont l'occasion de le montrer. Cette dame nous dit, en décidant comment investir mon argent, je prends deux choses en considération. D'abord, la viabilité de l'investissement, à la fois pour sa sécurité et le rendement sur l'investissement, mais aussi l'impact de mon investissement sur la société et le monde dans lequel je vis. Donc, j'évite d'investir dans des entreprises qui s'intéressent à des questions que je trouve néfaste pour la société. Je me demande pourquoi vous investissez dans les combustibles fossiles. Je veux que nous puissions investir dans l'énergie éolienne, géothermique et les autres énergies renouvelables. Pourquoi ne fait-on pas la même chose au RPC?
merci pour la question. C'est une question très importante. Je dirais que les considérations ESG sont tout à fait inscrites dans nos politiques de placement et la gestion du portefeuille. Dans la vidéo d'ouverture, on a parlé du cadre ESG. Et d'ailleurs, je vous invite à consulter notre site web sur lequel on a publié notre rapport 2020 sur les investissements responsables et vous verrez à quel point ces questions font partie de nos décisions en matière de placement. Mais comme je le disais, tout nouvel investissement important fait l'objet d'examens sur le plan ESG. Nous en débattons comme organisme et nous veillons à quantifier notre impact. Et nous avons aussi des facteurs ESG dans la gestion du portefeuille. Périodiquement, nous examinons l'ensemble de nos participations pour voir si, d'après de nouvelles données, d'après de nouveaux rapports, que nous avons effectivement intégré les meilleures pratiques dans nos placements et que nous encourageons, à titre d'investisseurs, les sociétés à intégrer les facteurs ESG à leur exploitation. Et je crois que le rapport est également disponible à gauche de votre écran, à l'onglet ressources. Je crois qu'il nous reste du temps pour deux autres questions. Quelle quantité que l'on peut toucher par mois, par an, si on a contribué au maximum pendant 40 ans? Je trouve que trop de gens s'attendent à dépendre entièrement du RPC. Et ça m'effraie un petit peu. Bon, les chiffres exacts, je ne les ai pas. Et je vous encourage par conséquent à consulter le site web de Service Canada qui pourra vous éclairer. RPC est conçu pour constituer l'un de 3 piliers de retraite pour les Canadiens. Les économies personnelles, un plan de société commerciale et RPC. Bon, vous savez peut-être que récemment, on a apporter des bonifications au RPC, les gens qui commencent à verser maintenant, à cotiser maintenant, à l'avenir, cela pourra remplacer jusqu'à un tiers des revenus moyens. Il y a également des informations à l'onglet ressources, encore une fois. Bon, maintenant, c'est peut-être notre dernière question. Est-ce que RPC peut nous expliquer est-ce que vous vous préparez à faire face aux recommandations du groupe de travail sur la transparence financière reliée au climat? Bon, vous savez que nous étions l'un de 2 gestionnaires d'actifs ayant participé à ces activités. Nous étions vraiment très, très engagés. On est pour les divulgations, pour la transparence financière en ce qui concerne notre empreinte carbone. Dans le rapport qui est incorporé dans le rapport de 2020 sur l'investissement durable, il en est question. Et nous attendons être totalement conformes en vertu de toutes les recommandations en mars de l'an prochain. Une toute dernière question. Étant donné toutes les informations qui résultent de la pandémie, des conditions dans des foyers de soins à longue durée, est-ce qu'on y investit? Et si oui, comment fait-on qu'on s'occupe de la sécurité des personnes âgées dans ces foyers? Excellente question. Évidemment, ceci a été une situation tragique, l'impact de la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée. Effectivement, nous avons de multiples investissements partout au monde et dans les placements passifs, on risque effectivement d'avoir des participations. Nous avons une participation en France qui s'appelle OPA, une participation active. C'est une installation et qui effectivement a dû faire face à la pandémie. Nous étions en contact avec eux pendant la pandémie pour veiller à ce qu'ils soient vraiment les meilleurs de sa classe. Mais je crois que c'est tout ce que nous avons comme question, ou tout au moins temps. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Merci de vos questions aujourd'hui.
Bon, on apprécie énormément votre participation, votre engagement. J'espère que ceci vous a éclairé, que vous connaissez mieux RPC et que vous appréciez que la Caisse, effectivement, est viable à long terme. On vous demande de remplir un court sondage qui paraît peut-être actuellement à l'écran ou à la fin de cette émission. Et au nom du conseil d'administration, de la haute direction, de tous les employés d'investissement RPC, merci de votre participation et restez en bonne santé.